Salut à tous. Pour continuer notre quête de la compréhension profonde des éléments, ce soir, on va vous parler de terre. Creuser, pelleter, se terrer, enterrer, tout en restant très terre à terre, nous vous emmenons chercher des pépites de savoir biologique, chimique, géologique et même psychologique. Des mammifères souterrains aux dents de la Terre, de notre planète jusqu'à Mars. Prenez vos pelles, vos pioches en rentrant du boulot et c'est parti. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025. Vous écoutez l'épisode 528 de Podcast Science. Bienvenue! Alors bonjour à tous, bienvenue. Ce soir, on continue nos émissions achroniques qu'on appelait roue libre dans le temps, jadis, et sur les éléments. Et ce soir, on va se focaliser sur un des éléments qui est la Terre. Et pour ça, on a un certain nombre, on est 4, 5 ce soir 5, ouais voilà, je sais même plus compter. Nous avons d'abord Topo depuis Paris. Bonsoir. Nous avons et Léa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Mais c'est pour ça que tu m'as pas compté, je sers à rien ce soir, je fais pas de chronique. Non. Je pense que je ne me suis surtout pas compté moi-même en cliquant les pages devant Zencaster. Nous avons Cléora depuis Perduville. Salut tout le monde. Nous avons Pascal depuis pas très loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et moi-même depuis Montpellier, le sud de la France, où il fait bien chaud déjà en cette fin de mai. Alors, pour ce soir, on a tout un tas de chroniques. On a Topo qui nous parlera des dents de la Terre et de la géophagie. On a Clara avec une chronique enregistrée qui nous parlera de Mars et du rouge, puisque planète rouge. On a Cléora qui nous fera une chronique pas très terre à terre et qui nous parlera de cette expression qu'on utilise assez souvent. Et moi, je vous parlerai des mammifères qui vivent sous la terre avec une chronique qui se terre. Et on va commencer tout de suite et on va commencer par Topo qui va nous parler des dents de la terre. À toi, Topo. En effet, je voudrais commencer ma chronique par un petit souvenir. En fait, je me souviens distinctement d'un traitement médical que j'avais reçu en Pologne. Je suis en partie polonais. Alors que j'avais dans les 4 ans et que j'étais atteint d'une gastro-entérite assez violente, on m'avait donné comme traitement à manger du charbon. Alors à cette époque, alors qu'on pouvait facilement me faire bouffer à peu près tout ce qui tient au bout d'une fourchette ou au fond d'une cuillère, j'avais, moi, émis de sérieux doutes sur la propriété comestible du produit. En fait, pour moi, c'est comme si on m'avait tendu un bol de boue en me souhaitant bon appétit. Or, je ne faisais pas partie de ces enfants qui se délectent de sable et d'humus dès qu'on les laisse 5 minutes au square. Alors, on peut se le demander, était-ce les prémices de mon dédain chronique pour la géologie, pardon Alexa, ou la manifestation précoce de mon scepticisme à la lithothérapie, pardon personne de ce podcast, parce qu'on est tous des gens quand même. Voilà. Bon alors pourtant, si on en revient à cette histoire de charbon thérapeutique, une petite recherche dans le Vidal démontre qu'il s'agit bel et bien d'un médicament. On peut administrer du charbon. On appelle ça parfois du charbon actif. Et à vrai dire, c'est loin d'être le seul composé minéral qu'on peut consigner dans une ordonnance. J'ai dit minéral, mais le charbon, c'est pas si minéral que ça. Mais enfin bon, bref. Vous avez déjà pris du smecta ? Oui. C'est de l'argile blanche, en fait. C'est à base de phyllosilicates, on les appelle les smectites. C'est littéralement, on vous donne des petits bouts de cailloux en fait à manger et ça vous généralement calme des maux d'estomac. Plâtre le bide. Moi, je déteste le smecta. Alors, cette pratique d'administrer de la boue par voie orale pour se guérir de bobos à l'estomac, ça porte le nom de géophagie. Du grec géo, terre, et phage, manger. La géophagie remonte très probablement en fait à la préhistoire et on a des preuves que justement il y avait des consommations de terre chez certaines personnes. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait évoqué dans l'émission sur les Paléo Kids. Et donc avec Pedro Lima, et je vous recommande l'écoute de cette émission.
Mais au-delà de la préhistoire, ça reste aujourd'hui actuellement répandu dans de nombreuses cultures africaines, caribéennes et asiatiques où, et c'est là où c'est un petit peu dommage, malheureusement, en fait, il s'agit aussi de substituts coupe-faim dans un contexte de famine. La première description de cette pratique semble avoir été réalisée par Hippocrate, qui a consigné dans ses œuvres les appétits étranges des femmes enceintes consommant de la terre. En grec, ça donne un mot, on appelle kissa, qui s'est traduit en latin en pica et décrit de nos jours la pie. En latin, quand on donne le nom scientifique de la pie, ce que c'est celle qu'on surnomme la pie voleuse, c'est pica pica. C'est un oiseau qui malheureusement en plus cumule les fake news sur son alimentation et ses prétendues tendances à chaparder des objets qui brillent. Je vous renvoie à l'excellent Mythos animaux d'Agatha Liévin-Bazin pour discriminer le vrai du faux sur son animal fétiche. Mais Pika, en fait, c'est devenu le surnom, un terme pour décrire un désordre alimentaire où des individus consomment des choses a priori non comestibles. Des personnes atteintes de pica peuvent donc être géophages, comme je vous viens de l'écrire, si elles consomment de la terre, mais elles pourraient aussi être acuphages, si elles consomment des objets pointus, comme des clous, cotopyréiophages, des allumettes brûlées, syntaphages, du scotch, coniophage, de la poussière, lithophage, des pierres, métallophage, du métal, plombophage, des plombs, etc., etc. Cela concerne aussi, et c'est peut-être un petit peu plus dégoûtant, la consommation de diverses sécrétions humaines. Ainsi, vous serez peut-être heureux d'apprendre que dans le terme pica, eh bien, ça recouvre aussi les pratiques de coprophagie, la dermatophagie, l'hémétophagie, l'hématophagie, la mucophagie, la trichophagie et l'urophagie, ce qui revient à consommer respectivement le caca, la peau, le vomi, le sang, le mucus, les poils et les cheveux et l'urine. Bon appétit, voilà, si vous n'avez pas encore mangé. Mais si l'on en revient à la description antique du comportement de géophagie, il n'est pas certain qu'Hippocrate y voyait un trouble alimentaire dénué de sens. En fait, même quelques siècles plus tard, c'est le savant et médecin Galien qui va observer la géophagie chez des animaux blessés et s'interroger sur l'utilité de ce genre de remède. Aristote et Socrate documentent quant à eux l'usage de comprimés de terre sacrée. On les appelle les terra sigillata. Ça pourrait faire sourire en se disant « Oh, dis donc, ils sont fous, ces savants antiques, etc. » pour guérir de certains maux. Mais en fait, ces petites boules d'argile provenant des îles grecques aux terres consacrées et qui sont marquées des sceaux de la déesse Artémis, et en fait, ces terra sigillata, cette habitude qu'on avait de les consommer, eh bien, on les a prescrits et consommés pendant le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vous dire à quel point c'était populaire. Donc pas étonnant qu'on m'ait refilé du charbon ou de la craie pour guérir mes petits bobos d'estomac. Mais moi, dans toutes ces histoires, ce que je trouve de remarquable, c'est le lien qui semble exister entre ces comportements humains, on aurait tendance à les désigner de compulsifs, et celui attribué à certains animaux, et qu'on serait tenté d'interpréter comme du pur instinct. Bien entendu, moi, tout de suite, ça m'alerte mon petit esprit évolutif et me pose la question de est-ce que, en gros, c'est quelque chose qui est ancestral ou qui a été réinventé, redécouvert par plusieurs espèces au cours de l'évolution. Que penser par exemple de cet exemple tiré d'une étude de Nature de 1999 sur la géophagie de perroquets, les pionnes à tête bleue, dont l'alimentation enrichie en argile semble littéralement les détoxifier des graines et fruits nocifs qu'ils consomment. En gros, ces perroquets, ils consomment des fruits qui ne sont pas mûrs et qui ont accumulé des toxines à l'intérieur, en fait, que la maturation de ces fruits permet de se débarrasser de ces toxines. Or, ces perroquets sont capables de les consommer si tant est qu'ils consomment juste à côté des roches, de la boue, des argiles, et notamment ils ont des argiles spécifiques pour pouvoir se nourrir et donc accompagner cette alimentation nocive pour d'autres animaux. L'auteur Jared Diamond, dans un article commentant cette découverte, conclut avec cette série de questions. Comment les perroquets découvrent-ils les meilleurs sols ? Peuvent-ils les distinguer immédiatement par leur texture et leur goût, ou doivent-ils expérimenter différents sols mélangés à des aliments toxiques et découvrir celui qui soulage leur estomac ? Mais il n'y a pas que les animaux qui peuvent être géophages, car on décrit ce comportement chez de nombreux mammifères, des reptiles et des poissons. Alors parmi ces derniers, on pourra citer les gobies,
Aussi, il y en a parmi les gobies, il y a certains poissons qu'on appelle les périophtalmes, que j'adore. Je vous recommande de regarder plein de vidéos sur ces poissons qui sont hyper marrants, quasi amphibies, puisqu'ils déambulent sur la terre ferme, avec leurs nageoires et creusent des terriers en avalant de la boue. Logique quand on sait qu'ils puisent aussi de nombreux nutriments directement dans la boue, dans la foulée. Et c'est peut-être ceci qui fait que la géophagie est tant répandue dans le règne animal. Le fait que pour de nombreuses espèces, c'est dans la terre que se cache leur subsistance. On pense alors évidemment aux lombrics qui passent le plus clair de leur temps à fouisser la terre, mais surtout à la consommer. On estime ainsi que la plupart des lombrics sont capables d'ingérer 20 à 30 fois leur propre volume en terre. Et grâce à eux et à leur activité de géophage, le sol se transforme et s'enrichit de matière organique pour devenir le humus. C'est pourquoi de nombreuses chercheuses et chercheurs considèrent que les vers sont de véritables espèces ingénieurs des écosystèmes, à l'instar de Charles Darwin, qui leur a dédié un ouvrage complet, La formation de la terre végétale par l'action des vers de terre, où l'on peut lire l'éloge suivante, que je puise d'ailleurs de l'excellent Dans les pantoufles de Darwin de Camille Van Belle et Adrien Miqueux. Donc cette citation la voici. On peut se demander s'il y a d'autres animaux qui ont joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde que ces humbles créatures organisées. Et donc pour conclure ma chronique, je poursuivrai par une autre citation, cette fois-ci de Friedrich Nietzsche, qui écrivait dans son Ainsi parlait Zarathustra: Vous avez tracé le chemin du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Si c'est grâce à cela que je peux faire la lumière sur les curieux remèdes de mes bobos de bidou, je saurai me satisfaire de ces explications terre à terre. Voiloute. Super. Bravo, Est-ce qu'il y a eu des questions? Ou est-ce que vous en avez, mes chers collègues auditeurs? Moi, j'ai une question vraiment existentielle, mais Oui. pourquoi t'aimes pas le smecta? C'est dégueulasse. Non, c'est bon. Leur nouveau Comment goût ça? orange est dégueulasse, mais l'ancien goût à rien était super bien. J'arrive pas à comprendre l'information qu'on m'a. Fais-moi non plus. L'ancien goût à rien. Oui, en plus, Arien, faut bien le prononcer, il faut bien détacher les mots parce que. Hein. Non. Voilà. Voilà. c'est- Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé le smell. Par contre, j'adore le citrate de bétaïne. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la soucoupe. Je préfère ça pour guérir mes maux d'estomac. Alors, rien à voir non plus avec peut-être ce que t'as cherché, mais est-ce que t'as trouvé des études cliniques qui démontraient l'intérêt de manger de la terre vraiment? En fait, oui, j'ai fait une petite bibliographie que je mettrai dans les notes de l'émission à travers un billet de blog sur Strange Stuff and Funky Things. Dedans, j'ai vu quelques petites reviews et qui disent que en fait, tout avantage qui peut être trouvé dans la géophagie, parce que c'est vrai, il y en a, et notamment le fait de lutter contre certains alcalinoïdes et tannins. C'est immédiatement compensé par un effet délétère qui est celui de chélater des sels minéraux. Donc, tu peux être garanti de rentrer en carence si tu prolonges un traitement à la terre. Donc en gros, tu peux neutraliser des substances toxiques grâce à ça, mais si t'en prends trop, t'absorbes plus suffisamment de trucs dont tu as besoin. Bah ouais, c'est ça. Ok. En gros, la plupart de tes oligo-éléments, c'est fini et ils passent dans la terre. On peut aussi rajouter le risque d'une occlusion intestinale. Donc, moi, personnellement, ça suffit à me convaincre qu'on va pas faire ça, quoi. Et oui, il y a Eba qui dit une question de pH. Oui, c'est en effet. On recommande aussi parce que ça peut tamponner certaines substances acides dans les intestins. Alors j'ai une petite question. Est-ce que mon chat qui mange de l'herbe de temps en temps, est-ce que c'est piqué à ça aussi? Bah non, parce que c'est consommable, l'herbe. Le fait est que c'est un émétique, c'est pas impropre totalement à la consommation. Tu vois ce que je veux dire? La terre, normalement, ça a absolument aucune valeur nutritionnelle. Le pica, c'est censé être ça. C'est vraiment de manger des trucs. Et puis ça Voilà. se fait de la fibre. Tu fais bien caca après, quoi. Mais moi, Oui, j'avais une autre question sur... parce que, tu vois, tu disais chez l'homme, c'est des TOC, etc., ou des troubles obsessionnels compulsifs.
Et chez les animaux, est-ce que, du coup, quand tu leur en as parlé, je me suis demandé si on avait des exemples de troubles obsessionnels compulsifs. Alors, chez les animaux de laboratoire, on sait qu'il y en a. Chez les animaux domestiques aussi, Ouais. mais dans la nature. Oui, ouais, moi j'allais immédiatement te répondre que ça existe chez les chiens et les chats, et notamment qui mangent n'importe quoi, des fils électriques, des trucs comme ça, il faut Ouais. les empêcher de se manger. Dans la nature, mais je vais rajouter un truc. Oui, on identifie ça comme des troubles compulsifs à l'heure actuelle. Cependant, et j'ai vu certains articles qui disent, est-ce que ce trouble compulsif, à partir de moments où il a été décrit parfois chez certaines, par exemple, femmes enceintes africaines, n'a pas été une forme de, ben, on va dire, colonialisme à peine caché, où on dit bah, vos pratiques de merde, vous les oubliez, alors que ça a tout à fait. C'est une thérapie qui existe et qui est validée dans leur culture. Ça, c'est une première question, c'est que parfois, on a eu un peu l'impression que c'était estampillé comportement compulsif, alors que c'était juste de l'incompréhension. Donc ça, c'est une chose, et c'est pour ça qu'il faut peut-être mettre un petit peu de l'eau dans le vin sur l'appellation compulsif de la géophagie, s'il n'y a pas un contexte culturel qui n'est pas envisagé. L'autre, c'est pour les comportements animaux. Typiquement, les pionnes à tête bleue, c'est des perroquets dans lesquels l'intégralité de la population locale fait ça. Donc oui, c'est compulsif, très certainement, mais ça a été sélectionné par... enfin voilà, quoi, c'est un comportement adaptatif, puisque toute la population le fait, quoi. Voilà. Voilou. Bah, merci Topo. Alors on a une question dans la chatroom. Est-ce que manger du sable, ça compte comme de la géophagie? Oui. Et il faut pas... Enfin, je trouve ça dégueulasse, moi, honnêtement. Mais vraiment, ça me dégoûte, en fait, la géophagie. Pire que le smecta? Ah, mais pour moi, c'est pareil, en fait. Est-ce qu'il y a des animaux qui mangent du sable spécifiquement? Bah, pratiquement tous les vers arénicoles, ceux qui font les petits tourbillons sur la plage, bah, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, en fait. Oui, il y a plein de petits crabes qui font des boules de sable, justement parce qu'ils se nourrissent de biofilms qui sont dessus, ou des mini-arthropodes qui sont à l'intérieur. Donc, il y a énormément d'espèces qui consomment du sable. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions dans la chatroom. Et bien du coup, on peut passer à une autre chronique. Et bien, est-ce qu'on passerait pas à la chronique de Cléora? Non, moi, je voulais parler de l'expression terre à terre. Mais c'est une chronique un peu qui parle dans tous les sens, qui ne sera pas très terre à terre, justement. Et je vais commencer par vous poser des petites questions. Oui. Qui sont les plus terre à terre entre Topo et Eléa cherchant plantes et animaux allongés dans l'herbe, et Johan et Pascal se demandant, regard plongé dans le ciel étoilé, si un jour on rencontrera une forme de vie intelligente venue d'ailleurs. Moi, j'aurais tendance à dire Léa et moi. C'est évident. Ouais. Je sais pas, les astrophysiciens, ils se donnent toujours un peu un air, donc ils sont peut-être aussi terre à terre au fond. Oh, le scud, Johan n'est pas là pour se défendre, c'est quand même Bah non, moche. c'est pour ça. Alors, c'est peut-être Alexa qui parle de géologie, du coup. Oui. Ah voilà, troisième réponse, la réponse D. Bah, La réponse D. Donc je vais vous poser des petites questions comme ça tout au long de la petite chronique, juste pour alimenter un peu puis rythmer le truc. Et comme ça va partir dans tous les sens, justement. Et donc pour commencer, une autre petite question. Qu'est-ce qui est le plus terre-à-terre entre manger et rêver? Manger. 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 On peut faire de la géophagie, on vient de le dire. Voilà. Donc on est d'accord. Une première dimension de l'expression à distinguer, l'expression terre-à-terre, est une dimension matérielle. Les choses terre-à-terre sont concrètes et associées à la matière. Manger est moins abstrait que rêver, parce que ce dont on mange, on peut s'en saisir physiquement, etc. Alors que ce dont on rêve, si vous arrivez à manipuler concrètement avec de la matière ce dont vous pensez ou vous rêvez, je suis fortement intéressé. Mais même en ne prenant que nos rêves et nos pensées, il y en a qui sont plus ou moins terre-à-terre. Par exemple, entre rêver d'aller sur Mars ou rêver d'aller au restaurant, on est d'accord que c'est bien plus concret de se planifier un petit resto. Autre question,
Qu'est-ce qui est le plus terre-à-terre entre penser à ce que je vais manger au prochain repas ou imaginer que je pourrais devenir ce que je pourrais devenir dans 10 ans? Ça Bah, dépend. manger au prochain. Manger au prochain repas. Ouais, ok. Donc plus qu'une dimension concrète et matérielle de manger, etc., l'expression terre-à-terre semble avoir aussi une dimension en fait temporelle, c'est-à-dire de ce qui est accessible à nous là, tout de suite, maintenant, de manière réaliste dans notre vie de tous les jours. Pour paraphraser plusieurs définitions, ce qui est terre-à-terre est ce qui, donc je cite plusieurs définitions, ne s'élève pas au-dessus des réalités de la vie pratique, ce qui est très proche des préoccupations de la vie courante, des pratiques du quotidien. Et là-dessus, je vais pouvoir commencer à ajouter un peu de science, un peu de psychologie. Être terre-à-terre est donc être à la fois le plus concret possible et ancré dans le quotidien actuel. Et ce qu'on montre en psychologie, c'est que pratiquer des activités de terre-à-terre de ce genre, c'est thérapeutique, littéralement. C'est utilisé en psychothérapie et améliorerait au moins le bien-être. À l'inverse, s'imaginer ce qu'on va devenir dans 10 ans, ou planifier déjà ce qu'on va faire au boulot le lendemain, ou remémorer les traumas et les erreurs du passé, tout ça peut être anxiogène. Se recentrer sur une activité concrète et présente permet d'éviter ce genre de rumination et pensée intrusive en prêtant plus d'attention à ses sensations et mouvements corporels actuels. Par exemple, le jardinage. Bon, ça peut être un exemple parfait. En thérapie, jardiner réduirait l'anxiété, les symptômes de dépression, accentuerait le sentiment de bien-être et d'estime de soi. Mais ça suppose évidemment que ce soit une activité plaisante pour la personne, et pas quelque chose à faire qui soit un peu chiante, quoi. Dans l'idéal, en thérapie, ça se fait en petit groupe, ou au moins avec le ou la psychothérapeute. Toujours Le dans jardinage? Ouais. Genre, t'as ton psy avec toi qui passe la tondeuse? C'est dans l'idéal et dans la théorie. Là, je parle dans l'idéal. Ah! C'est ce qu'on veut faire en tant que thérapie à chaque fois. Ah d'accord, ok. C'est dans l'idéal, en fait. Et ce genre de thérapie, en fait, c'est vraiment, en fait, dans l'idéal, c'est comme une séance de psy, en fait. Mais au lieu de Ok. parler avec des mots trop abstraits, qui peuvent être trop abstraits pour certaines personnes, on passe par un autre média, plus concret. Donc ça peut être de la terre ou jardiner avec des plantes, etc. Donc plus terre à terre. Ici, avec le jardinage, donc on parle de médiation végétale. Mais cette médiation peut être tout autre chose, comme le dessin, la musique ou l'animal. Et chaque thérapie de ce genre a son petit nom. On parle de art-thérapie, musicothérapie ou zoothérapie, etc. Pour les jardins thérapeutiques, on appelle ça parfois l'orthitothérapie. Voilà, c'est un mot que je vous donne. Toutes ces thérapies sont toutefois très inégales dans les preuves scientifiques de leur efficacité. Je vous le dis quand même. Art-thérapie, c'est plutôt assez basé scientifiquement. Le reste, c'est encore très discutable. Donc ça, c'était dans la théorie, dans l'idéal. Dans la pratique, ça se passe plus comme une session de relaxation et de stimulation sensorielle. On n'est pas loin de la leçon de choses de Bournonville évoquée dans l'épisode précédent, le 527, entre thérapie et pédagogie pour évoquer les choses de manière les plus concrète possible, quitte à mettre les mains dans la terre, sentir les choses avec ses mains, etc. Une activité de ce genre, comme le jardinage, au-delà de l'interaction avec son environnement, ça engage le corps, une activité physique, une expérience corporelle multisensorielle, qui ancre dans le présent des odeurs jusqu'au toucher de la terre. On ne peut pas être plus littéral, je pense, comme activité terre-à-terre. Et plus d'une dimension concrète et d'une dimension présente temporelle, quotidienne, en plus de ça, d'une dimension concrète et quotidienne, l'expression terre-à-terre aurait donc aussi une dimension corporelle. Être terre-à-terre, c'est aussi être incarné dans sa chair. Un peu dans le même thème, je vais vous reposer une petite question. Qui est le plus terre-à-terre entre une personne qui pense que tout ce qui existe est matériel et une personne qui pense que tout ce qui existe autour de nous n'est qu'une illusion? Bah moi, je pense que la Matrix, ça existe, donc voilà. Nous voilà alors à une dimension philosophique de l'expression. Nos manières d'appréhender le monde sont, a priori, plus ou moins terre-à-terre, on pourrait dire. Par exemple, si on pense que le monde extérieur existe indépendamment de nous, de manière réelle et matérielle, on est alors plutôt réaliste et matérialiste. Plutôt terre-à-terre, on pourrait dire. Si en revanche on pense que le monde extérieur n'existe pas mais n'est qu'une illusion créée par notre esprit, on est alors plutôt du côté de l'idéalisme et voire de la phénoménologie.
déjà moins terre à terre. En psychologie et en neurosciences, et là je vulgarise pas mal, c'est pour raccourcir cette chronique, l'approche qui tend mieux à coller avec les données scientifiques est une approche un peu intermédiaire. Le monde extérieur existerait bel et bien, encore heureux pour les sciences, parce que sinon les sciences ça n'aura aucun sens d'en faire. C'est pratique. Okay, ça existerait bien indépendamment de nous. Mais ce dont on a accès de ce petit monde n'est qu'une toute petite partie, réinterprétée et perçue à travers un corps au capteur sensoriel limité, quitte à avoir moult biais et illusions. Exemple tout simple, nous humains percevons certaines longueurs d'onde lumineuses, interprétées comme des couleurs, ça aussi c'est toute une question, en quoi c'est une couleur, etc., comme le bleu ou le vert, mais n'arrivons pas à percevoir les rayons X et les ultraviolets, donc on perçoit qu'une petite partie du monde. Nous avons accès que de manière partielle à travers notre corps. Et même quand on en a accès, l'information est réinterprétée. Et ça va jusqu'à notre manière de penser. On parle de cognition incarnée, voire de cognition située. Nos manières de penser dépendent énormément en fait, du contexte, de l'environnement et surtout de notre corps. Pas de bras, pas de chocolat, pas de corps, pas de conscience capable d'émerger. Notre cognition est incarnée ou située. On l'a déjà évoqué durant l'épisode 521 de Podcast Science avec Bruno Dubuc, intitulé « Notre cerveau à tous les niveaux ». Notre manière de penser est située dans un corps et dans une société. Après le corps, passons alors à la dimension sociale de l'expression terre-à-terre. Parce que oui, il y a une petite dimension sociale. Autre question à vous poser. Qu'est-ce qui est le plus terre-à-terre entre faire du golf ou aller jouer au football dans la rue ? Je vois ce que tu veux dire. Le golf, c'est déconnecté de la réalité, c'est hors sol, comme on dit. Du coup, c'est un peu moins terre à terre. Ouais, le foot aussi. T'as dit quoi ? Le foot aussi. Le foot dans la rue, c'est moins terre à terre, tu trouves ? T'es pas sur la terre, tu vois. T'es sur le macadam. T'es sur le gazon ? Ah ouais, d'accord. Autre petite question du même genre. Qui est le plus terre à terre entre un paysan et un président ? Un paysan. Okay. Gros bord. Donc on est d'accord. Il y a une dimension sociale de l'expression terre à terre, on pourrait dire. Plus la position sociale d'une personne se rapproche de l'ouvrier ou du paysan, plus elle est associée aux choses terre à terre. Et inversement, plus le statut social d'une personne est élevé, moins elle est associée aux choses terre à terre. Et même plus que ça, elle-même s'y identifie comme être loin du charnel, de la terre et de la poussière qui la dégoûte, carrément. Et ça, le dégoût de la chair et de la matière, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 510 de Podcast Science. Ainsi, un ouvrier d'usine qui travaille de ses mains et de sa sueur est perçu plus terre-à-terre qu'un patron qui administre son entreprise ou gère ses placements financiers. De la position sociale aux activités. Dans certaines définitions, une activité terre-à-terre est connotée comme une activité ayant un, je cite, « manque d'élégance, de distinction, de noblesse », voire qui est vulgaire ou banal. Et là, on est vraiment dans la définition de la distinction sociale en sociologie. Genre, quand quelqu'un se dit que « jamais je ne m'abaisserai à faire cette grossière et odieuse activité bien trop vulgaire et terre-à-terre pour ma personne ». Et comme on l'a vu, une activité de ce genre est aussi souvent une activité au quotidien. Une activité quotidienne. Ainsi, pour certaines personnes de la classe dominante, la classe de la haute, on pourrait dire, cuisiner ou faire ses courses soi-même est un phénomène exceptionnel, déjà trop terre-à-terre. Pour ne prendre qu'une anecdote française, on peut penser à Jean-François Copé qui nous affirmait qu'un pain au chocolat coûterait quelques centimes d'euros. Ils sont loin du quotidien de la plupart des gens. On dit même parfois, dans le langage courant, Topo l'a déjà évoqué, peut-être exagérément, on pourrait dire que la classe sociale dirigeante est peut-être trop déconnectée de la réalité. Déconnectée de la réalité. Complètement l'opposé de terre-à-terre, donc. Qu'est-ce qui est le plus terre-à-terre entre vivre dans un château et vivre dans une cabane ? La cabane. Et autre chose sur les activités, qu'est-ce qui est le plus terre-à-terre entre la poésie et la plomberie ? La plomberie. La plomberie, oui. Ouais. Donc si je parle de poésie, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle est parfois reprise en fait par les définitions de l'expression terre-à-terre. Comme quoi être terre-à-terre, c'est avoir un esprit matériel et peu poétique. Définition que je remettrai pas mal en question, puisque pour moi, construire quelque chose de ses mains, ça peut être tout à la fois être terre-à-terre et poétique, mais bon.
c'est pas forcément opposé, mais bref. Reste peut-être mieux à comprendre ce qu'ils appellent avoir un esprit matériel. Alors voilà une autre dimension plus psychologique de l'expression terre à terre. J'imagine que ça pourrait évoquer une manière de penser plus pragmatique et concrète, telle une personne pragmatique qui a les pieds sur terre, pour prendre une autre expression. Quand on a les pieds sur terre, on se limite à ce qui est accessible réellement, sans avoir des envies et des projets démesurés pour aller sur Mars dès demain matin à la première heure. À l'inverse, si on n'a pas les pieds sur terre, c'est qu'on est dans la lune ou qu'on a la tête dans les nuages. Loin du pragmatisme, bienvenue dans la rêverie et la fantaisie. Quand on se perd dans une fiction ou dans notre esprit, donc pas loin de l'hypnose ou de l'état modifié de conscience. Oublier la réalité pour vagabonder. Peut-être une meilleure définition d'être déconnecté de la réalité. Et je vais m'arrêter là pour ma petite chronique là-dessus. Là, vous pourrez me dire, c'est super tout ça, Cléora, mais c'est pas très concret et terre à terre comme chronique, parce que j'ai vagabondé un peu partout. Et vous auriez raison, ma chronique est plutôt hors sol. Ce n'est pas de la grande vulgarisation scientifique, tout ça. J'ai malgré tout tenté de parler un peu de jardinage pour mettre un peu de concret, mais le reste est plutôt abstrait. Et encore, le jardinage. Ça ne parle qu'à une partie de la population. J'imagine qu'une personne citadine habitant en appartement, le jardinage, ça ne lui parle pas trop comme activité au quotidien, quoi. À mon sens, pour qu'une vulgarisation soit concrète et terre à terre, il faut que ça parle à tout le monde, ou au moins aux personnes intéressées. Après avoir évoqué donc la condition située, on peut peut-être aussi parler de la vulgarisation, qui est elle-même aussi toujours située dans une culture, dans une histoire, un moment historique, une position sociale, dans une population donnée, etc. Mieux encore, la recherche elle-même est toujours située. On parle de connaissances situées ou de savoir situé. Je vais vous prendre juste un exemple pour essayer d'être plus clair. L'exemple que je prends toujours, c'est celui de la recherche scientifique en psychologie, parce que je la connais aussi, mais bref. Et ça parle mieux. En psychologie, la majorité des études se font sur des données de participants qui sont toutes et tous des étudiants. La majorité des données. Donc une petite partie très spécifique de la population. Une population en plus qui est jeune et à l'université. Et encore en plus, souvent, ces étudiants sont eux-mêmes en psychologie. Encore un sous-groupe. Et on peut encore rajouter encore en plus, vivant en plus dans les pays occidentaux, Amérique du Nord, Europe ou Australie. Voilà sur quelle population repose la majorité des articles scientifiques en psychologie. Et voilà en quoi certaines connaissances scientifiques accumulées ne sont peut-être pas encore assez objectives et généralisées. Elles reflètent le point de vue qu'une certaine partie de la population. Tout le but d'une recherche située sera alors d'intégrer activement les différents points de vue, en fonction de sa position culturelle, de sa position sociale, mais aussi en fonction de son genre, etc. Bref, intégrer la diversité et les minorités dans la compréhension du monde, de la réalité et de la réalité pour toujours plus d'objectivité. La recherche située ou la connaissance située est un concept que je maîtrise à peine, ça fait partie de mes lectures du moment. Le fait est que c'est là-dessus que je voulais conclure, parce que ça colle au sujet. Pour une recherche et une vulgarisation plus terre à terre, donc si on reprend la définition de terre à terre, ça veut dire, en résumé, qui parle au quotidien de tout le monde, au moment présent, de manière concrète et matérielle. Si vous voulez comprendre ou apprendre quelque chose, ou faire comprendre ou faire apprendre quelque chose, le meilleur moyen est de le faire en l'associant à ce qu'on aime et connaît au quotidien. C'est ce qu'on montre aussi en psychologie et des apprentissages d'ailleurs. Parce que ça nous parle et c'est tout de suite plus concret. Si la personne aime One Piece, faire des analogies avec One Piece, pour vulgariser. Si la personne aime les plantes et travaille tous les jours avec les plantes, faire des analogies avec les plantes pour vulgariser. Réaliser ce genre d'analogie pour partager les connaissances, voilà pour moi ce qui est une vulgarisation toujours plus terre à terre, pour prendre l'expression encore et toujours. Voilà, je voulais finir là-dessus. Plus terre à terre, une vulgarisation plus terre à terre, pas trop comme cette chronique à vrai dire, qui part un peu dans tous les sens. Non, pas tant que ça. Je trouve que justement, c'est pas une expression qui est facile à caractériser et t'as justement donné plein d'exemples là-dessus. Donc, c'est assez terre à terre finalement. T'arrives bien à définir. J'ai la terre qui remue dans tous les sens, c'est un tremblement de terre, et voilà quoi, ça existe aussi. C'est très terre à terre les séismes. C'est très terre à terre les séismes. C'est brutalement terre à terre. Non mais il y a un fil rouge, Il y avait une sorte de petite réflexion filée avec Eba dans la chatroom qui disait qu'elle réalisait au fait que tu parlais d'activité manuelle pour être terre à terre.
et qui est considérée comme moins intellectuelle, plus concrète, moins abstrait. Or, moi, à chaque fois que je pense justement au travail manuel, mais lié à la terre, je pense à la poterie, à la céramique, et je trouve qu'au contraire, c'est vraiment très 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 facile d'avoir de l'abstraction. Moi, j'adore voir des expositions de céramique japonaise ou des porcelaines, parce qu'il y a vraiment c'est presque de la sculpture, c'est ultra poétique, quoi, ce qui peut se faire dans le travail de la matière. Et voilà, je suis pas convaincu que c'est pas autre chose qu'une stigmatisation culturelle et sociale de d'envisager ça comme ça, quoi. Catégorisation sociale, oui. Après, quand il y a une dimension artistique, est-ce que ça retire pas justement le côté, tu vois, purement terre à terre, fabriquer une chose pour fabriquer une chose? Moi, je suis Tu vois ce que je veux dire? en très bonne... Ouais, mais je vois très bien, mais je suis en profonde réflexion ces temps-ci sur l'art brut, tu vois, l'art hors norme. Avec mon épouse, on a visité différents musées, notamment un musée qui s'appelle la Fabuloserie, dans lequel tu as plein d'expositions d'art brut. C'est des gens, en fait, c'est de manière compulsive. Ils font de l'art, ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Ils rentrent de chez eux de l'usine, et hop là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du facteur Cheval, le gars qui s'est construit un palais gigantesque. Ce mec, il était facteur, et il s'est construit pièce par pièce un énorme palais avec des sculptures monumentales. T'as l'impression de rentrer dans un temple égyptien, et puis c'est genre sans aucune formation artistique ou auquel, voilà, il se laisse aller à son imaginaire, et c'est vraiment très impressionnant, quoi. Donc ouais, la dimension artistique, je crois que elle est tangible chez beaucoup de personnes, quoi. Tu les laisses un peu avoir une activité manuelle, et alors moi, c'est pas du tout mon cas, mais certaines personnes, hop là, ils laissent passer leurs mains, et hop, ça crée des choses, et t'es là, ils font des choses belles, quoi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va enchaîner sur, faire des choses, faire des galeries, par exemple. Quelle transition Incroyable. Dans ma chronique, qui est où d'ailleurs? Voilà. Qui sont les mammifères fouisseurs, qui sont donc les mammifères qui vivent sous la terre. Alors, préparez vos pelles, on va creuser et on va aller essayer de voir qui on trouve sous la terre, en tout cas en point de vue des mammifères. Alors, avant de creuser le sujet plus en détail, je vais vous poser une question avec une petite introduction d'abord. Est-ce que vous avez déjà examiné une taupe? Alors, moi, ça m'est arrivé, c'est pas courant d'examiner des taupes parce que mon père, en fait, est en croisade permanente contre les taupes Comment dans ça? notre jardin. Il sait comment, c'est quoi mon pseudo, là, ou bien? Alors, ouais, écoute, je suis désolée pour ça. Je suis désolée pour les taupes aussi, puisque en fait, je sais pas si tu es au courant, mais pour exterminer les taupes, si vous allez dans n'importe quelle jardinerie, il y a littéralement un arsenal de guerre. Mais quand je dis arsenal de guerre, c'est il y a des fumigènes. De la dynamite. Alors ça, effectivement, de la dynamite, mais des fumigènes, c'est assez énorme parce que le but, c'est d'enfumer les galeries. Et donc, mon père, voulant être sûr d'exterminer les taupes, en a mis 2 fois le truc. Donc, la pelouse fumait, entièrement. Donc, des fumigènes, il y a effectivement de la dynamite et des bombes. Il y a des pics à taupes, donc cherchez pas trop. Et du coup, il a fini par capturer une taupe. Mais alors, pas grâce à ces trucs-là, à main nue, parce qu'en fait, il suffit de les attendre à la sortie de leur mode de terre. Parfois, elles sortent et il en a capturé une. Donc, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous avez déjà vu une taupe et qu'est-ce que vous avez remarqué sur cette taupe de particulier? Elle a des tout petits yeux. Elle a des tout petits yeux, c'est vrai. Elle Quoi a un d'autre? gros pif. Elle a un gros pif, c'est vrai aussi. Ah, ça dépend de l'espèce, hein, parce qu'il y a ceux avec les trucs étoilés, là. Attends, spoil pas. Oh, pardon! Bah, tu poses des questions. Elle a des grosses mains avec des griffes. Des énormes griffes. Mains. Ouais, des grosses mains avec des griffes, effectivement. Bon, vous avez dit les trucs majoritaires, hein. En fait, elles ont des pattes avant, donc avec des griffes un peu en forme de pelle qui sont très Elle est de modifiées. couleur taupe aussi. Oh. Alors ça dépend. Est-ce que la couleur taupe, c'est vraiment la couleur des taupes? Je crois pas. Pas du tout. Celles que j'ai capturées, elles sont plutôt marron foncé, voire noir, et la couleur taupe, c'est un espèce de beigeasse Ouais. marron.
C'est pas fou. Effectivement, ouais, il y a pas de. Mais très bonne remarque, cela dit, puisque la couleur taupe n'est pas du tout de la couleur des taupes. Enfin, de la taupe qu'on a en tout cas dans nos jardins en France. Mais en tout cas, elles ont ces pattes avant très modifiées, un corps assez fusiforme, des petits yeux, comme l'a dit Eléa, qui peuvent d'ailleurs laisser penser que la vue est plus si importante que ça sous terre. Bref, en fait, ces animaux, ils semblent parfaitement outillés pour plonger dans le sol et s'y mouvoir. Mais si la taupe, c'est le premier qui nous vient en tête, Cléora parlait de la culture, culturellement, forcément, on a les références de là où on est, et donc nous, forcément, c'est la taupe. Mais en fait, il en existe plein d'autres. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a environ 300 espèces de mammifères fouisseurs. Donc on en a beaucoup et je vais vous en présenter quelques-uns. Si on pouvait penser, 300 espèces c'est quand même beaucoup, qui sont tous apparentés puisqu'ils vivent tous sous terre, en fait il n'en est rien. Ils ne sont pas forcément tous issus d'un même ancêtre commun, on va rentrer dans le détail un peu plus loin. Et en fait, parmi eux, on en distingue 2 grands types. Alors d'abord, on a ceux qui creusent un terrier et quelques galeries, mais ils font que y dormir ou y hiberner, mais en fait leur vie se déroule en grande partie en surface, notamment pour chercher leur nourriture. Alors vous en connaissez sans doute, sans même avoir à chercher, les marmottes, les blaireaux par exemple, ou même les ragondins qui sont aquatiques, ça vit dans des terriers, ils y dorment, voire ils y gardent leurs petits, mais le reste du temps, en fait, ils sont dehors, dans l'air, sur terre, ou dans l'eau, mais ils sont pas inféodés au milieu souterrain. Et il y a un deuxième type, c'est vraiment celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce sont ceux qui passent la majeure partie de leur vie sous terre, y compris pour chercher leur nourriture. Et là, bien sûr, vous allez penser en premier aux taupes, mais en fait, on en a plein d'autres. On a aussi des rats taupes nus, ou en Amérique du Nord, les gaufres, par exemple, et on y reviendra. Oui, je sais, c'est un peu gopher en anglais, et on dit gaufre en français, mais ça fait un petit peu... Et d'ailleurs, fun fact que je glisse au passage, il me semble que le nom gaufre vient des du français. Genre Voilà. le truc qu'on mange. Les trucs gaufrés, tu vois, parce qu'ils sont un peu comme ça. Ah tiens. Voilà. Mais ça vient d'où gaufré du coup? Alors là, tu voudrais... Allez, c'est parti pour l'étymologie. Vas-y, fais ta chronique, moi je vais lancer. Dans le podcast, mais voilà. Et alors ceux-là, justement, les rats taupes nus, les taupes, les gaufres, qui vivent essentiellement sous terre, contrairement aux premiers, ils sortent peu, ils vivent sous la terre et ils créent non seulement des terriers, mais aussi des réseaux très complexes de galeries dans lesquels ils circulent, vivent et trouvent leur nourriture. Si vous vivez dans un endroit où il y a de la neige en hiver, souvent quand le printemps arrive, vous voyez ces réseaux de galeries un peu en surface de certains, là c'est plutôt des rongeurs, on va y venir aussi, mais voilà, on a des animaux qui vivent en fait un peu sous terre tout le temps. Alors par contre, qu'ils y restent toute leur vie ou une partie, même si là on va essentiellement parler de ceux qui y restent toute leur vie, ces mammifères sont soumis aux conditions de cet habitat souterrain qui pose de nombreux défis. Alors est-ce que vous avez une idée des défis que pose cet habitat souterrain ? On voit Les rien. éboulis. Les éboulis, c'est vrai. On voit rien, c'est vrai. Il y a des cailloux, ça coupe. Alors oui, sans doute aussi, effectivement. On peut pas trop s'échapper si le prédateur est dans le même terrier. Là. C'est vrai, il y a un problème de fuite. Promiscuité. Les inondations, peut-être. Il pourrait y avoir des inondations, c'est vrai aussi, et c'est vrai que ça peut provoquer la mort de certains animaux, donc ça c'est un autre défi en plus. Il n'y a pas d'oxygène. Ouais, Il n'y a pas d'oxygène. Ouais, voilà, c'est ça. L'autre truc qui est important aussi, c'est qu'il y a un manque d'oxygène et une accumulation de CO2. Et donc, en fait, si vous réfléchissez à tout ça, c'est pas mal de conditions qui nous mettraient un peu en PLS, puisque c'est des défis qui sont assez importants pour notre corps. Et d'ailleurs, juste une expérience simple, si vous avez déjà essayé de creuser dans la terre vous-même, si vous avez déjà bêché votre jardin pour les non-citadins d'entre nous, c'est pas simple en fait. C'est lourd, c'est plus ou moins facile à bouger aussi selon l'humidité, si la terre est mouillée ou pas. Même avec une pelle, en fait, c'est pas si simple. Il faut de la force, il faut de l'énergie, il faut des muscles. Et sans outils particuliers, en fait, vous seriez bien démunis. Pour ceux d'entre vous qui font de la spéléo, vous savez aussi que si vous descendez dans une grotte et qu'il y a peu d'oxygène, ça va vous poser un problème à un moment quand même, parce que vous ne pourrez pas respirer, vous aurez des problèmes par rapport à l'oxygène. Et comme il fait sombre également, vous ne verrez pas grand-chose.
Alors bon, là évidemment, j'anthropomorphise à mort, mais on peut se demander quand même, c'est des mammifères, ils sont assez proches de nous, comment est-ce qu'ils font pour vivre sous terre? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution pour que ces mammifères fouisseurs soient devenus si adaptés dans ce milieu qui, nous, en tant qu'humains, nous est hostile? Et finalement, comment aussi ils se sont adaptés pour creuser, pour fouir, pour se mouvoir dans la terre, pour s'y terrer? Et aussi, l'autre question qu'on peut se poser, je vous ai dit qu'il y avait 300 espèces, est-ce qu'ils ont tous les mêmes adaptations, les mêmes caractéristiques ou pas? Alors pour y répondre, je vais me baser sur plusieurs études, bien sûr, dans lesquelles des chercheurs de tous les pays, et à pas mal d'époques d'ailleurs, ont essayé de comprendre vraiment comment les mammifères fouisseurs se sont adaptés à ce mode de vie, en regardant la morphologie, en regardant leur génome, en regardant la présence-absence de certains gènes, en regardant leur développement embryonnaire, mais aussi leur comportement. Et j'ai essayé de mixer un peu toutes ces infos pour vous faire cette petite chronique. Alors, si on regarde l'ensemble des mammifères fouisseurs souterrains, en fait, on se rend compte que la colonisation du milieu souterrain n'a pas eu lieu une seule fois, mais en fait plusieurs fois indépendamment. En d'autres termes, tous ces mammifères ne proviennent pas tous d'un ancêtre commun. Et ça, c'est des choses dont Topo vous a déjà parlé plusieurs fois, moi aussi d'ailleurs. On parle de convergence évolutive. On a finalement des animaux ici qui se retrouvent dans le même habitat et qui peuvent avoir évolué un peu les mêmes choses, les mêmes adaptations en réponse à cet habitat. Alors ces mammifères, en fait, qui sont-ils? Alors, je vous ai parlé des taupes, et effectivement, on a les taupes véritables de la famille des talpidés, comme la taupe commune ou la très iconique condylure étoilée, je vais dire taupe étoilée parce que c'est un peu plus simple. Et en fait, on en a d'autres aussi, on a les taupes dorées africaines qui sont super mignonnes, qui ressemblent à des taupes. Mais elles, par contre, c'est pas des taupes du tout. Elles sont apparentées aux musaraignes et aux tenrecs. On a les taupes marsupiales, qui ressemblent aussi à des taupes, mais qui sont en fait des marsupiaux, donc comme les opossums ou les kangourous. Et les trois présentent des adaptations un petit peu similaires. Elles ont un corps fusiforme, elles ont aussi des pattes un petit peu modifiées pour pelleter la terre et creuser plus facilement, mais elles sont très différentes puisque dans l'arbre des mammifères, elles sont situées à des endroits extrêmement différents. Je ne sais pas si Topo, tu avais envie de rajouter des choses là-dessus. Non, enfin, à vrai dire, sur mon blog, c'était un des premiers billets dans lequel j'ai parlé de convergence évolutive. Ça me paraissait évident, notamment avec mon pseudo Topo, etc. Mais j'étendrai, parce que je pense que tu t'es restreint aux mammifères, qu'il y a même parfois une apparence similaire qu'on peut retrouver chez certains insectes. Effectivement. Est-ce que je sais pas si tu t'allais en parler Non, c'est une chronique courte, alors je me suis un peu limitée aux mammifères, mais effectivement, même le lombric, le corps fusiforme, je veux dire, la taupe, elle est aussi un peu allongée. Et pour les pattes, on retrouve ça chez une espèce qu'on appelle le taupe grillon ou la courtilière. Et c'est une sorte de grillon classique, sauf que si on regarde les pattes, on dirait vraiment des pattes de taupe. Eh bien, écoute, je vous invite tout le monde à aller regarder sur le blog de Topo ces images, et tu me fais une transition parfaite puisque j'allais parler des pattes. Justement, les pattes pour les taupes, on peut se demander comment est-ce qu'elles sont apparues. Alors, comme Topo, comme moi, comme plein d'autres gens, quand on fait de la bio, on se dit, mais incroyable, on a le membre chiridien dont a d'ailleurs parlé Topo avant, et comment finalement on arrive... à une patte de taupe. Alors pour ça, il y a des études de biologie évolutive du développement, ou EvoDevo, donc là on vous a parlé abondamment dans ce podcast, qui ont permis de mieux comprendre comment les mains des taupes ont été modifiées, notamment comment l'humérus des taupes peut être aussi court. Et pour ça, en fait, il y a une recette, bon là je simplifie énormément bien sûr, c'est pas aussi simple, mais on a trouvé des gènes, notamment les gènes OX, qui sont des gènes qui sont très importants pour la mise en place des membres et l'architecture en fait des animaux en général. On a trouvé exactement 4 gènes du complexe OXD qui étaient modifiés, et donc on s'est rendu compte que si on modifie où sont actifs ces gènes et quand ils sont actifs au cours du développement, on peut passer d'une main de souris à une main de souris qui a des caractéristiques un peu de taupe. Donc en fait, on a réussi à comprendre comment, au cours de l'évolution, ce qui s'était passé,
pour certains gènes en tout cas, on n'a pas la totalité de l'histoire, mais comment en fait à partir d'un ancêtre qui n'avait pas du tout cette configuration, on arrivait à avoir des mains un petit peu élargies. Donc on a pu comprendre ces adaptations à creuser. On a d'autres études génétiques aussi qui ont mis en évidence des variations, des mutations génétiques liées non pas à la forme de la patte, mais cette fois à la résistance par rapport à la terre. Comme l'a dit Eléa, la terre c'est dur, il y a des cailloux, etc. Et ben chez ces animaux, chez certaines taupes, le gène de la kératine KRT9, donc c'est un gène qui, voilà, quand vous avez de la corne un peu sous les mains, ça peut faire un peu ça. C'est ce gène de la kératine est spécifique des coussinets et chez les taupes, il présente des caractéristiques assez spéciales, des mutations, sans doute pour leur permettre de résister au caractère abrasif de la terre et mieux au creusement. Ça leur donne en fait des espèces de cales intégrées sur les coussinets qui leur permettent de mieux résister. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est que les taupes, quand même, elles marchent et elles courent aussi. Alors, avoir de tels membres en forme de pelle pour creuser la terre, est-ce que ça va pas gêner la marche dans les galeries ? Alors si, ça la modifie en tout cas, mais ça l'entrave pas pour autant, puisque d'autres études qui se sont cette fois intéressées à la locomotion des taupes ont étudié leur squelette grâce à des CT scans, donc c'est un peu comme des radios, des rayons X, qui ont pu montrer comment les taupes marchaient sur leurs pattes, qu'elles utilisent également pour transporter leur poids, et au lieu de marcher comme les autres mammifères quadrupèdes avec des pattes qui restent sous les épaules, en fait elles marchent comme si elles avaient des cannes, elles lancent un peu leurs pattes en avant et elles marchent sur leurs pouces, un de leurs pouces modifiés, un 6e doigt et leur pouce, et donc et les autres doigts touchent pas forcément le sol, donc c'est comme si elles marchaient avec une canne. Et de manière étonnante d'ailleurs, les résultats montrent que les taupes, elles peuvent marcher à des vitesses comparables aux alligators, aux moufettes, aux écureuils terrestres, etc. Mais que la façon dont elles le font, c'est pas comme un animal qui marcherait un peu tout le temps à cette vitesse. Elles sont plutôt comme des coureurs de course à pied, en fait. C'est-à-dire qu'elles font un peu des bursts, donc elles sont pas capables forcément nécessairement de soutenir cette vitesse tout le temps. Mais en tout cas, elles ont réussi à garder une locomotion très efficace pour courir dans ces galeries, tout en ayant ces modifications morphologiques très adaptées au creusement. Mais là, en fait, je vous ai pas tout dit. Parce que je vous ai parlé des mammifères qui creusent avec leurs mains, mais tous les mammifères fouisseurs ne creusent pas avec leurs mains. Et c'est le cas d'autres mammifères souterrains qui ne sont pas apparentés à tous ceux dont j'ai parlé avant, qui sont des rongeurs. Ceux-là, ils n'ont pas nécessairement des pattes comme les taupes, et justement, parmi eux, on a le rat taupe, qui, comme son nom l'indique, est un rongeur, rat, mais qui, comme son nom ne l'indique pas, taupe n'est pas du tout une taupe. Et lui, en fait, il va utiliser ses dents pour creuser et non ses pattes. Il a des pattes un peu plus réduites d'ailleurs. Et d'autres rongeurs non apparentés sont également fouisseurs, ce qui signifie que 3 fois dans l'évolution, indépendamment des rongeurs, on a eu une colonisation du milieu souterrain. Et parmi eux, on a notamment les rats taupes nus et les gaufres, qui creusent également avec leurs dents à des degrés divers, puisque le rat taupe va creuser majoritairement avec ses dents, et le gaufre avec ses dents et ses mains. Donc on a là une espèce de gradation dans la façon de creuser la terre et 2 techniques différentes. Donc on a une convergence, on colonise des milieux souterrains. On n'est pas toujours complètement convergent dans la façon de creuser la terre. Alors là, je vous ai parlé de plusieurs mammifères fouisseurs, des taupes, des rongeurs, des taupes marsupiales. Et ça en fait du monde pour creuser avec des adaptations parfois proches, mais pas toujours. Qu'en est-il du reste ? Alors Eléa et Topo aussi, je crois, et tout le monde a un peu dit, le milieu souterrain, il est sombre. Et ces animaux ne peuvent en général pas vraiment compter sur leurs yeux, du coup, puisque c'est très sombre, il fait noir. Alors si l'expression myope comme une taupe est un gros scam, parce que en fait elles sont pas myopes, les taupes, c'est vrai qu'ils s'en servent relativement peu. Et l'amplitude de la réduction est d'ailleurs souvent liée au degré de souterrainité. Je pense pas que ça existe comme mot, mais c'est assez visuel. Les taupes étoilées, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ont de tout petits yeux avec des grandes paupières. Et le fait qu'elles aient quand même des yeux avec des paupières, etc., un peu développées, ça peut s'expliquer par le fait qu'elles sortent parfois du sol. À l'inverse, les rats taupes nus, qui passent littéralement leur vie, ont des yeux vraiment, vraiment minuscules et très rarement ouverts. Donc là encore, on a une espèce de gradation en fonction du temps qu'on passe à l'extérieur. Et pour en revenir à la myopie, en fait, les taupes, elles gardent des yeux fonctionnels, même s'ils sont extrêmement limités. Donc, elles sont pas myopes, elles voient pas... probablement pas aussi bien que nous, mais en tout cas, on a une réduction de la vision. Les gradations, on la retrouve aussi chez les dents des fouisseurs rongeurs. Leur force de morsure a été corrélée à la façon de creuser. Soit on scratche la surface en enlevant les morceaux, soit on enlève carrément les morceaux. Et cette force de morsure, elle est corrélée à la façon dont ces animaux vont creuser le sol.
Et pour compenser la perte de vision, en général, dont je viens de parler, les espèces ont également évolué des structures sensorielles extra cool pour leur permettre de sentir le monde autour d'elles. Puisque si on ne voit pas, peut-être qu'elles vont avoir d'autres adaptations sensorielles pour ça. Et les taupes ont des papilles sensorielles d'ailleurs sur le nez, appelées organe Daimer, qui leur permet d'avoir un sens du toucher très précis et qui est parfois considéré comme l'un des plus fins chez les mammifères. Et l'un des exemples iconiques, extrêmes finalement, c'est celui dont Topo a parlé, même l'exemple what the fuck d'ailleurs, c'est celui qui est chez la taupe étoilée, qui a son nez avec plein de petits tentacules pour sentir devant elle, et elle a au moins 22 de ses organes, et on considère 100 000 fibres nerveuses à peu près, pour sentir le monde autour d'elle. Je sais pas si vous connaissez les petits comics sur Instagram, Natural Habitat Shorts. Ouais, Vous j'adore. connaissez ? Ouais, c'est trop bien. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir ce compte. La taupe étoilée, c'est un serveur du café où d'ailleurs la chauve-souris vient acheter son latte régulièrement. Et vous pourrez voir que elle fait usage parfois de son nez iconique avec ses petits tentacules. Je recommande d'ailleurs, il y a une représentation assez fréquente de l'homoncule humain, dans lequel on voit une sorte d'humain déformé sur les parties de notre corps qu'on utilise pour pouvoir avoir le plus de sensations, pour le toucher. Donc c'est avec une grosse langue, des grosses mains, etc. Et ils ont fait ces genres de topicules du condylure étoilé où t'as genre le pif qui fait 10 fois la taille de l'animal, parce que c'est la partie la plus sensible. Topicule, c'est mignon. C'est un néologisme, bien entendu. Et est-ce que c'est le nom qu'on pourrait donner au bébé taupe? Si tu veux le pisson. Allons-y. Tu peux lancer Topisson, s'il te plaît. Topisson, c'est lançon Topisson. Lançon Topisson. Et du coup, pour finir, alors là, c'est pas des topissons, puisque c'est des rongeurs sur les adaptations sensorielles. En fait, la taupe étoilée, c'est la plus cool, clairement. Mais par contre, les rongeurs, comme le rat taupe nu, ont aussi des stratégies pour sentir la terre autour d'eux, puisqu'ils ont des poils sensoriels sur tout leur corps, qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent faire penser d'ailleurs à la ligne latérale des poissons. Vous savez, cette ligne que les poissons ont sur les côtés qui leur permet de sentir les mouvements de l'eau, c'est un peu l'idée, ça leur permet de sentir leur environnement, alors qu'ils sont totalement nus par ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Mais ils ont gardé ces poils sensoriels, enfin, ils ont évolué plutôt ces poils sensoriels sur leur corps. Alors, on a parlé d'un autre aspect qui est le manque d'oxygène, puisque sous terre, on en a peu. Et ces animaux, en tout cas certains, sont remarquablement adaptés au manque d'oxygène, puisque les rats taupes surexpriment le gène de l'érythropoïétine. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'érythropoïétine ? Si je vous dis EPO. C'est ce qu'il ne faut pas prendre pour pas être dopé. Exactement, ça vous rappelle la grande époque des coureurs cyclistes et de Lance Armstrong, et notamment, les cyclistes prenaient de l'EPO parce que ça booste en fait la production d'hémoglobine, et donc ça permet d'avoir plus d'oxygène en fait qui arrive aux cellules, etc. Et les rats taupes en fait on surexprime ce gène, donc on pense qu'ils fixent l'oxygène beaucoup mieux et qu'ils l'amènent beaucoup mieux à leurs cellules. On a aussi d'autres facteurs, HIF1, qui leur permet aussi de résister au manque d'oxygène. Et tiens, on va revenir à quelque chose qui a été dit en début d'émission, notamment lorsque les terriers sont inondés, et donc il y a encore moins d'oxygène, et avoir ce facteur exprimé leur permet d'autant plus de résister au manque d'oxygène. Alors, fun fact, qui a un peu rien à voir avec la vie sous terre, a priori, en tout cas en premier lieu, les rats taupes nus sont également les champions de la résistance au cancer et de la longévité. Ça a été lié potentiellement au mode de vie fouisseur, et donc non content d'être intéressant d'un point de vue évolutif, ces animaux peuvent aussi nous permettre de trouver des cibles thérapeutiques intéressantes. Et ça veut dire, petit aparté dans cette chronique, d'étudier tout le vivant et pas uniquement les animaux modèles. Ça peut nous permettre de découvrir des adaptations intéressantes qui potentiellement peuvent avoir de l'intérêt chez nous. Alors c'est bien joli tout ça, mais comment creusent-ils les galeries et le font-ils tous de la même façon, à votre avis ? Je ne sais pas. J'ai envie de dire non, mais je ne pourrais pas dire comment. Alors, effectivement, t'as raison. Et en fait, des chercheurs ont étudié ça aussi. Ils ont regardé les tunnels des taupes et ils ont fait tout un tas de modèles avec des tunnels, alors pas seulement des taupes, justement, de plusieurs mammifères fouisseurs, parce qu'ils se sont dit, ok, ils sont pas tous équipés pareil, déjà, ils ont pas tous les mêmes adaptations, et la deuxième, ils vivent dans des endroits différents.
Parce que si on pense à là où vivent ces animaux, il y en a qui vivent dans le sable, il y en a qui vivent dans la terre, parfois c'est dur, parfois c'est mou, parfois c'est humide, et je me rends compte en disant que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bref, il y a plein de variations. Et donc, une galerie, elle doit permettre à l'animal de chasser et de circuler, mais également, une remarque qui avait été faite en début d'émission, il faut qu'elle ne s'effondre pas sur le passage de l'animal. Et pour ça, il faut que les dimensions d'un point de vue physique tiennent la route pour que le tunnel ne s'effondre pas. Alors du coup, les chercheurs ont étudié les dimensions d'un large panel d'animaux fouisseurs qui sont représentatifs de la diversité en termes de taille d'animaux, mais également de mode de vie, de sol, de profondeur des galeries. Ils se sont rendus compte que le rat-taupe du Cape Dune, par exemple, vit dans des habitats sablonneux. Il va creuser ses terriers très profondément parce que plus ils creusent profondément, plus ils vont être humides et plus ils vont être solides. Sans doute pour compenser la nature du sol, alors que d'autres espèces vont préférer les sols plus compacts et auront donc des terriers plus proches de la surface. On a aussi des espèces qui vont changer de là où elles font leur terrier en fonction des conditions. Il y a des taupes qui vont creuser plus profond lorsque le sol est sec pour pouvoir trouver des vers de terre. Et par contre, lorsque le sol est mouillé, parce que ça va poser problème pour creuser, elles vont remonter un peu, même si, a priori, elles vont trouver moins de vers de terre. Et alors, ils ont testé finalement le lien entre la forme des animaux, leur taille et la taille des tunnels dans lesquels ils sont, et aussi le type de sol. Et ils ont fait tout un tas de modèles avec des conditions géomorphologiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et se sont rendus compte qu'en fait, chaque tunnel était vraiment produit dans des sortes de proportions vraiment pas idéales, mais très adaptées au type de sol. Et en d'autres termes, que chaque espèce est vraiment bien adaptée à un habitat et à un type. Si vous êtes une taupe, et que la taupe, elle va avoir un range d'habitat dans lequel elle peut creuser ses galeries, mais ce ne sera pas forcément compatible avec tous les types de sols. Et là encore, c'est intéressant puisqu'on a un type d'adaptation qui est très fin et très spécifique d'un milieu donné. On parle de convergence à un milieu, mais là, je pense qu'avec cet exemple, on va même encore un peu plus loin, puisque le type de galerie que l'animal va creuser va être vraiment dépendant de son environnement, à des degrés divers, bien sûr, mais globalement, c'est très très bien adapté. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Est-ce que c'est extrême quand on est un mammifère d'habiter sous terre ? En fait, non. Enfin, pour nous, oui. Mais pour les espèces qui y vivent, non, parce qu'elles ont développé tout un tas d'adaptations, et donc elles peuvent accomplir avec beaucoup moins d'efforts, ce qui serait colossal pour un mammifère de surface. Et plus largement, ces espèces, je trouve, nous amènent à réfléchir sur les convergences évolutives dont on vous a abondamment parlé dans ce podcast. Si le fait que les espèces évoluent des adaptations similaires dans des environnements similaires est vrai, et c'est particulièrement vrai pour les mammifères fouisseurs, tous ces exemples nous montrent aussi à quel point l'évolution convergente ne veut pas forcément dire évolution identique. On a plein de déclinaisons différentes, on a des adaptations à des degrés divers, et quasiment pour chaque type d'adaptation, on a une myriade de différences qui montrent qu'en fait, on peut trouver une solution différente à un même problème dans différentes lignées, et que ces adaptations sont aussi graduelles. Moi, ce que je trouve qui est cool là-dedans, c'est qu'on voit quand même que le champ des possibles pour l'évolution est immense, qu'en fait, on est toujours surpris. Et là encore, que plus on étudie d'espèces, même si de loin, on a l'impression que ça va beaucoup se ressembler, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de différences. Et ça, d'un point de vue biologique, mais plus général, c'est quand même assez cool. La classe. Et voilà. Vive les convergences. Vive les convergences. Alors, j'ai trouvé, moi, pendant ta chronique, le temps de investiguer l'étymologie de gaufre. Et donc, c'est bien un rapport avec waffle, mais en fait, la gaufre, l'aliment, vient de l'étymologie plus ancienne, qui décrivait non pas un aliment, mais les rayons de cire réalisés par les abeilles. Voilà, c'est ça que j'avais dans la tête. Voilà. Vous ne voyez pas, j'ai fait ce signe. Mais c'est une sorte de ruche, et oui. les gaufres, les gophers en anglais, c'est relié au fait aux trous qu'ils font dans la terre et qui évoquent à nouveau la disposition des ruches d'abeilles, quoi. En gros, dès qu'on a un territoire avec des trous, ça fait penser aux gaufres, et c'est le terme. D'où les gaufres. Donc ça vient du français. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit l'étymologie, waffle, gaufre, c'est là où on s'aperçoit que le son w dans la plupart des langues germaniques, anglo-saxonnes aussi, ça s'est transformé en g. En français, t'as war, guerre, waffle, gopher, etc. Enfin, gaufre, etc. Wow. Même de la linguistique
De la cette convergence multichronique. linguistique. Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom? J'ai vu qu'il y avait des questions sur les poils des rats-taupes nus. Alors en fait, effectivement, ils sont très très nus, mais en fait, sur le corps, on a des poils sensoriels aussi. Oui, c'est ça. Il y avait Bernard Gunther qui demandait s'ils ont des poils sensoriels partout, et donc tu viens de répondre. Alors pas forcément partout, pas dans le sens où ça fait pas une fourrure, quoi. Mais ils en ont à plusieurs endroits sur le corps, ouais. Et notamment les vibrisses. Ouais. Qu'on voit justement dans les petits homoncules que j'ai montrés. C'est exagéré, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on peut dire que c'est après je pense que ces poils sensoriels, on peut appeler ça vibrisses, puisque les vibrisses sont des poils sensoriels en fait. C'est des poils qui sont liés à un. Et d'ailleurs, je vais faire un petit prêcher un peu pour ma paroisse. Les chauves-souris ont aussi des poils sensoriels visiblement sur les ailes. Pour sentir un peu les flux d'air visiblement quand elles volent. Donc et c'est des choses qui sont pas vraiment décrites encore, enfin en tout cas on comprend pas tout. Donc en fait il y a pas mal d'animaux sans doute qui ont gardé des poils liés à des structures sensorielles, justement quand il y a un besoin de se mouvoir en 3D, en tout cas de percevoir des flux d'air, des flux d'eau, de la terre, enfin voilà. Mais c'est à peu près toutes les questions qu'on a eues. Eh ben très bien. Et ben du coup, on va peut-être enchaîner avec la chronique de Clara sur Rouge et Mars. Bonjour à tous. Quand j'ai entendu le thème du podcast, Terre, pour la première fois, il m'est venu à l'esprit une chanson apprise en CE2 qui avait pour parole Terre rouge, terre de feu. Mais, me direz-vous, les terres rouges ont déjà été abordées dans ce podcast, et c'est en effet le cas lors de l'épisode Rouge, épisode 449. Alexa vous a parlé des terres rouges, les latérites, qui existent dans les zones tropicales et intertropicales. Elle avait présenté les différentes origines géologiques de ces sols. Toutes les régions avaient un point commun qui était donc ce climat tropical qui provoquait une lessivation des sols, laissant à la fin les oxydes de fer, d'aluminium, etc. Oui, mais des sols rouges, il n'y en a pas que dans les zones tropicales. On en a aussi par exemple dans le sud de la France. Alors comment est-ce possible ? Si vous allez dans la ville de Gardanne, vous remarquerez que tout est rouge. En effet, on y trouve une usine de bauxite. Alexa vous a déjà parlé de la bauxite qui vient des Baux-de-Provence. Elle provient de latérite, mais passée, lorsque le climat était différent et tropical dans cette région. Il y a donc très longtemps. La bauxite, c'est une latérite riche en alumine, qui est l'oxyde d'aluminium, Al2O3. C'est cette bauxite que va exploiter l'usine d'alumine Pechiney dès la fin du 19e siècle, puis jusqu'en 2019 avec quelques changements de propriétaires entre-temps. Tout d'abord, on y traite de la bauxite qui a été trouvée pas loin, dans le Var, jusqu'au début des années 90, puis de la bauxite importée de Guinée. C'est la première usine à utiliser le procédé Bayer. Donc ce procédé, il est assez simple. La bauxite est d'abord finement broyée, puis attaquée par de la base à haute température et sous pression pour dissoudre l'alumine. Les impuretés autres que la silice ne sont pas solubles dans la soude. On peut donc ensuite séparer facilement la liqueur obtenue des résidus solides par décantation. Alors la décantation, vous connaissez forcément, c'est par exemple si vous avez de l'eau boueuse, que vous la mettez dans un verre, vous attendez un petit peu, la boue va se déposer au fond, et il vous reste votre eau. L'alumine est ensuite récupérée par filtration et précipitation. Il faut savoir qu'il faut une tonne de bauxite pour produire 500 kg d'alumine et aussi 500 kg de déchets. Le traitement fait que les oxydes de fer se retrouvent majoritairement dans les boues rejetées, d'où le nom de boues rouges, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. En effet, ces boues rouges ont été partiellement rejetées dans la mer Méditerranée au niveau des calanques de Marseille, alors qu'elles contiennent des métaux lourds, ce qui a provoqué un scandale et une affaire contre Alteo, les propriétaires, en 2016, puis plus récemment en 2024, avec une mise en examen de l'usine pour rejet toxique en mer Méditerranée. Pas très loin, dans le Luberon, il y a aussi Rustrel, appelé le Colorado de Provence. C'est très joli, on y voit du rouge, du orange, du jaune. Et pour cause, puisqu'il s'agit là non pas de rejet toxique, mais d'ocre naturel. D'ailleurs, cette zone appartient à ce qu'on appelle le massif des ocres. Pour rappel, les ocres sont un pigment résistant naturel et inaltérable composé d'argile et d'hydroxyde ou d'oxyde de fer. Ils ont été utilisés par l'homme depuis au moins 250 000 ans, puisque les dernières traces que l'on retrouve sont de l'époque de Néandertal.
Mais comment on forme cet ocre ? Eh bien, ici, il y a environ 125 millions d'années, il faut imaginer que la Provence était recouverte non de lavande, mais d'une mer peu profonde. Les sédiments vont se déposer au fond de cette mer, ce qui formera plus tard les calcaires blancs des calanques, entre autres. Vers 120 millions d'années, cette mer s'approfondit. Les sédiments sont recouverts de roches argileuses, appelées marnes gris, mais aussi des fragments de coquilles, des micro-organismes, etc., venant de l'érosion des continents adjacents. Et ainsi va se former une argile verte, contenant du fer, et nommée glauconie. Car oui, je rappelle que le mot glauque, à la base, ça définit une couleur verte, même s'il est assez déconseillé de dire « tu as de beaux yeux glauques » lors d'un rencard. Vers 100 millions d'années, la tectonique des plaques fait que la mer se retire et fait émerger ces minéraux. Le climat, type tropical dont nous avons déjà parlé, va, comme pour les latérites, altérer les sables glauconieux et former de nouveaux minéraux comme la kaolinite, l'argile blanc et les hydroxydes et oxydes de fer nommés goethite et hématite. À cette argile colorée est amalgamée du sable, quartz, qui constitue environ 90% du minerai au creux. Selon la proportion des différents minéraux, on observe différentes couleurs de sable au creux. Et c'est ainsi qu'on obtient des sables rouges. Alors maintenant, déplaçons-nous un peu plus à l'ouest, où se trouve mon dernier exemple 100% sud de France, le Salagou, bien connu de tous les bacheliers qui ont fait un TP terrain de géologie. Le paysage est très beau et surtout très rouge, et ceci est dû à de la ruffe. La ruffe, c'est une roche sédimentaire composée de grès fins contenant des oxydes de fer, de nouveau, qui lui donnent sa couleur rouge. Ruffe, c'est le nom local employé dans l'Hérault pour désigner les terres rouges. Et ce mot, ça vient de l'occitan ruffa, lui-même issu du latin rufus, rufus signifiant rouge. Ces roches sont formées par la combinaison de sédiments argileux et d'oxydes de fer, d'où leur couleur. Datées du Permien, donc là on est à la fin du Paléozoïque, de moins 298 à moins 252 millions d'années, donc on est plus ancien que les ocres. Elles sont le résultat d'un dépôt en milieu aquatique d'eau douce, calme pour les grès blancs, qu'on appelle ruffe blanc, et en milieu aride pour les grès rouges, qu'on va appeler ruffe rouge. C'est un lieu géologiquement qui est très intéressant, et on trouve même, pour ceux qui sont intéressés, des empreintes de prémammaliens, espèces ayant vécu bien avant les dinosaures. Nous avons donc 3 types de terres rouges, de 3 origines différentes, dans une région finalement assez petite. Et quand on voit ça, on comprend un peu mieux qu'il soit assez difficile de savoir comment des terres rouges sont apparues sur d'autres planètes par exemple. Car oui, certains s'en doutaient, le but ici c'est de parler de Mars. Un article récent vient d'apporter une nouvelle hypothèse sur la formation de la poussière martienne qui donne cette couleur rouge si particulière à la planète. Comme sur Terre, la couleur provient bien évidemment d'oxyde de fer. Jusqu'à présent, les observations faites depuis les orbiteurs autour de Mars ne montraient aucune présence d'eau en liaison avec ces oxydes. Par conséquent, les chercheurs pensaient avoir affaire à de l'hématite, dont nous avons parlé précédemment, formée sur la surface martienne sèche grâce à des réactions atmosphériques. Après, donc, que l'eau liquide ait disparu de la surface martienne. Les dernières mesures et des nouvelles techniques de laboratoire ont permis de montrer qu'en réalité, les oxydes de fer martiens semblent plutôt ressembler à de la ferrihydrite, qui, elle, contient de l'eau. Cette hypothèse avait déjà été avancée, mais n'était pas l'hypothèse majeure. Alors comment les scientifiques ont pu démontrer un peu mieux la nature de ces oxydes de fer ? Ils ont essayé de recréer en laboratoire la poussière martienne avec différents minéraux en présence de basalte. Et puis, ils ont analysé ces poussières avec les mêmes techniques d'analyse que celles transportées autour de Mars par les différents orbiteurs. La comparaison des signatures montre que l'hypothèse la plus réaliste est la présence de ferrihydrite. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir de la ferrihydrite et non de l'hématite ? Eh bien, la ferrihydrite se forme généralement en présence d'eau froide. Et par conséquent, si c'est bien cet oxyde qui est présent, alors il s'agirait d'un processus bien plus ancien que ce qu'on pensait jusque-là. En effet, la planète rouge a possédé de l'eau liquide à sa surface. Mais c'était il y a environ 4 milliards d'années. Au début de son histoire, le fer contenu dans les roches martiennes aurait ainsi réagi avec l'oxygène et l'eau, créant de la rouille, la même rouille que sur la Terre. Celle-ci a été entraînée dans les rivières, les lacs, voire les mers qui recouvraient à l'époque la surface martienne et a été incorporée à la roche sédimentaire. Lorsque Mars s'est asséché, et avec les effets des vents, la roche s'est alors désagrégée en sable et poussière qui ont été emportés et déposés tout autour de la planète.
Sur Mars, il existe en effet de très grosses tempêtes de sable qui parfois recouvrent l'intégralité de sa surface, ce qui explique que cette couleur rouge se retrouve vraiment partout. Bien évidemment, ça a mis très longtemps, nous parlons ici de temps géologiques de milliards d'années. Les données des différents rovers martiens permettent d'appuyer dans ce sens et on attend beaucoup des futures analyses d'ExoMars, dont j'ai déjà parlé, et de Mars Sample Return, même si actuellement il semblerait que ce chouette projet de retour d'échantillons martiens soit abandonné par la nouvelle politique américaine. Affaire à suivre donc, pour mieux comprendre comment Mars est devenue toute rouge. Bravo! Yay. Est-ce que vous avez des questions des gens? Moi, j'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions à chatroom a priori. Donc. Et ben on peut enchaîner. Alors Eléa, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je peux quand même essayer ma chronique, parce que voilà, je peux terminer par une anecdote d'apéro. Eh ben terminons par une anecdote d'apéro. Je pense que ça me paraît très bien, comme ça, c'est parfait. C'est plus tout à fait l'heure de l'apéro, mais à l'heure où vous écouterez le podcast, peut-être que ce sera l'heure de l'apéro. Et donc, je voulais vous raconter une anecdote. L'autre jour, à l'apéro, j'ai essayé de demander à mes potes sur quoi ça poussait les cacahuètes. Gros blanc. Alors, pas parce que ça les surprenait que je leur parle encore de plantes, hein, ça, ils ont l'habitude, mais plus parce que personne savait, quoi. Alors, question, est-ce que vous savez sur quoi ça pousse, les cacahuètes? J'ai envie de dire, ça pousse pas dans la terre. Alors, est-ce que tu es sûr de cette réponse? Non, je ne suis pas sûre de cette réponse. Alors, on est plutôt sur quoi? On est plutôt sur un arbre, pas un arbre? Moi, je vois un petit arbuste, le cacahuétier. Pascal, t'es mute. Je suis toujours mute et après j'oublie quand je parlais. Moi je dirais bien une espèce de plante basse qui court sur le sol comme ça. Et puis, Eh ben tu as raison, c'est plutôt bas, donc on n'est pas sur un arbre. Comment s'appelle la plante sur laquelle pousse la cacahuète? Tu as proposé le cacahuétier, Cléora. Oui. C'est pas le cacahuétier, mais c'est bien tenté. C'est plus simple que ça. Ou pas, je ne sais pas. L'arachidier. Bien joué. Donc l'arachide, la plante, tout à fait. Et figurez-vous que donc la cacahuète, c'est quoi? C'est une graine. Ouais. Cette cacahuète, elle est contenue dans une gousse d'arachide et non pas de cacahuétier. Alors ça vient d'Amérique du Sud, c'est une plante de la famille des fabacées, la même que la famille du pois, du haricot, etc. On sait que c'est le truc le plus consommé à l'apéro, que c'est bon, que c'est addictif, qu'on peut faire de l'huile avec parce que c'est gras, qu'on peut utiliser les coques autour comme combustible, que c'est un engrais vert. Mais ce qu'on sait moins... Oui, et que ça donne des allergies chez certains, évidemment. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un fruit qui se récolte sous terre. Et là, on se pose une question bizarre. Si on regarde des photos de cacahuétiers, alias arachide, on voit des fleurs. On voit clairement des fleurs. C'est des fleurs en forme de papillon, là, puisqu'on est dans la famille du pois. C'est des fleurs jaunes. Comment c'est possible qu'on voit la fleur au-dessus du sol et qu'on récolte un fruit sous terre? Trop bizarre. Pour qu'il y ait un fruit, il faut une fleur. Il se fait enterrer. Le fruit se fait enterrer. Ah. Et c'est là où c'est fou. Quand la fleur est pollinisée, il se passe un développement que les scientifiques appellent une croissance hypogée, comme les hypogées en archéologie, les constructions souterraines où on met des morts. Et le fruit se développe et va pousser vers le sol et s'enterrer dans le sol. Truc de fou. Alors, dingue. En même temps, si on avait fait LV3 grec à l'école, on aurait pu s'en douter, puisque quand on regarde le nom scientifique de la cacahuète, du cacahuétier, on lit Arachis hypogea. Arachis, ça vient de Arachos, c'est le nom grec du pois, donc la même famille de plantes, hein, et hypogea, hypo en dessous, géo, la terre, voilà, sous la terre. Et ce phénomène a un nom, ça s'appelle la géocarpie. C'est le fait que la plante fasse son fruit directement dans le sol. Alors, vous connaissiez peut-être déjà, parce que j'ai dû le mentionner dans une chronique quelque part, le phénomène de géocorie, une technique très élégante de dispersion des graines qui consiste à laisser tomber son fruit par terre, par gravité. Ouais, c'est très complexe comme mécanisme, ça s'appelle comme ça. Et ça se décline aussi avec les fleurs. Faire ces fleurs sous terre, ça existe. Ça s'appelle la géoflorie. On trouve par exemple un exemple spectaculaire de ce phénomène chez un genre d'orchidées souterraines qu'on appelle les rhizanthella. Elles viennent d'Australie
et elles vivent en symbiose avec des champignons. Elles n'ont pas de chlorophylle. Très honnêtement, ça ressemble plus vraiment à une plante, ça ressemble pas à grand chose, ça ressemblerait presque à un champignon, mais on trouve chez elles, quand on analyse leur génome, des gènes de chloroplastes, donc c'est le signe qu'elles en avaient avant et qu'elles les ont perdus après en créant ces symbioses avec des champignons. Donc c'est des plantes qui ne font pas de photosynthèse. C'est des plantes qui ne font plus de photosynthèse, effectivement. Donc déjà c'est chelou. Alors est-ce que les feuilles souterraines ça existe, et est-ce qu'on appellerait ça de la géophilie avec un Y, puisque philie feuille et pas avec un I, parce que géophilie avec un I c'est déjà le fait de aimer la terre, c'est-à-dire passer une partie de son cycle de vie sous terre. Mais il y a des tiges souterraines. Alors oui, il y a des tiges souterraines. Il y a des parties de plantes qui sont des tiges et qui sont souterraines. Par exemple, les rhizomes, c'est pas des racines, parce que ça absorbe pas de nutriments. Les rhizomes, c'est des parties de tiges qui stockent des réserves et qui du coup font partie de la tige de la plante. Voilà, et pas de la racine. Pareil pour les tubercules. Si vous regardez botaniquement une patate, le tubercule de pomme de terre, c'est pas la racine, c'est encore une partie de la tige. Et les feuilles sortent, d'ailleurs. Tout à fait. Et s'il y a une feuille dessus, c'est que ça vient d'une tige. Donc, il fallait qu'il y ait une tige quelque part. Les feuilles souterraines, ça existe aussi de plein de sortes différentes. Alors, les espèces géophiles, juste pour revenir sur le terme de géophilie avec un I, la macrofaune du sol, donc les insectes qui vivent sous terre, et pour reprendre ta chronique, toutes les espèces qui passent une partie de leur cycle de vie sous terre, dans la terre, on peut appeler ça des espèces géophiles. Il y a d'ailleurs tout un genre tropical qu'on trouve en Guyane et qui s'appelle, son nom de genre c'est Geophila. Donc il fait pas ses fruits et ses fleurs sous terre mais juste à ras, mais la plante est très affine à vivre à ras du sol, quoi. On connaît aussi des plantes carnivores qui font des pièges souterrains. Par exemple, je crois que c'était en 2013, il y a une népenthe, donc vous savez, ces pièges à urnes, ces plantes carnivores à urnes, dont on a identifié les pièges sous terre. Et cette espèce, elle dissimule ses pièges à 11 cm en moyenne sous le sol, dans des cavités, et elle va piéger des vers de terre, des insectes, tout plein d'insectes qui vivent dans le sol. Elle a d'ailleurs été baptisée Nepenthes pudica. Pudica pour pudique, parce qu'elle cache ses urnes sous terre. Une autre espèce un peu folle, Phylcoxia minensis, encore une plante carnivore avec des pièges à colle cette fois, qui sont sous terre, donc sous la surface du désert. Et ces pièges à colle vont du coup capturer des nématodes, des petits vers du sol, et les digérer littéralement à la surface. Alors moi j'adore cette plante, et pour l'anecdote, c'est une plante que j'ai découvert par hasard parce qu'il fallait choisir un article pour un cours d'anglais, le traduire et le vulgariser en anglais, et j'avais trouvé cette plante et je l'avais trouvée tellement géniale en licence que c'est quasiment ça qui m'a décidé à faire de la biologie végétale après. Donc c'est vraiment une plante super emblématique qui est complètement folle. Alors, pour revenir à nos cacahuètes, la suite de la discussion de l'apéro qui commençait très naïvement, c'était « Mais au fait, Eléa, pourquoi les plantes, elles font ça ?» Et là, je me suis retrouvée un peu comme une débile parce que j'avais pas vraiment la réponse, en fait. Donc j'étais bloquée, c'est vrai, ça, quel intérêt pour une plante de mettre ses fruits ou même ses fleurs sous terre ? Voilà. Alors c'est un phénomène qui est assez marginal, mais on le retrouve quand même dans 33 familles, sur plus de 600 familles identifiées, et on trouve ça chez 171 espèces. Alors en tout, on compte, on va dire 370 000 espèces de plantes, donc c'est vraiment un phénomène qui est marginal, mais qui existe quand même à plusieurs endroits dans l'évolution, dans plusieurs familles. J'ai fait quelques recherches sur à quoi ça pourrait servir, tout ça, et il semblerait que ça dépend du milieu. Alors, certaines personnes ont trouvé ce phénomène chez des plantes qui sont adaptées à un phénomène que je ne connaissais pas et dont j'ai appris la définition, les sols qui sont sujets à de la solifluxion. Est-ce que tu connais ce mot, Alexa ? C'est quand il va y avoir du fluage ou des choses comme ça, non ? Ouais, la solifluxion, c'est le fait qu'il y ait des coulées de boue ou de substances qui ressemblent à de la boue sur des terrains légèrement inclinés et riches en eau. Alors, pourquoi une adaptation à la solifluxion ? Eh ben, si on enterre ces fruits, potentiellement, ils peuvent être déplacés par des coulées de boue.
Voilà. Ouais, et par les mouvements, j'allais dire des mouvements presque de convection de la Terre, en fait, Voilà. que tu aurais dessous, ouais. Donc ça, c'était une hypothèse intéressante. D'autres hypothèses, il y a certaines espèces qui sont plutôt désertiques, et du coup, là, ça reviendrait à protéger ses fleurs et ses fruits contre la dessiccation, par exemple. Dans des environnements plus froids, ça pourrait permettre de garder sa fleur ou son fruit à une température acceptable, et donc de protéger l'organisme du froid. Mais c'est quand même assez contre-intuitif. D'habitude, le but d'une graine, c'est quand même d'aller plus loin que la plante mère, pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas entrer en conflit avec sa plante mère. Donc c'est un peu contre-intuitif. Mais certains disent que pas tant que ça, parce que si les conditions localement ont permis à une plante de pousser, c'est donc que le micro-environnement dans lequel elles sont, il est parfaitement adapté. Donc ça peut donner un petit équilibre entre ne pas nuire et ne pas rentrer en compétition avec sa plante parent, mais quand même assurer avec succès la survie de la descendance, parce qu'on n'est pas sûr que plus loin, les conditions soient réunies pour que la graine germe. Bon. Puis ça pose plein de questions. Comment ça se passe, la reproduction de tout ça? Alors là, on a tout vu sur les espèces géocarpes ou géoflores. Entre des petits insectes, des rongeurs, etc., tout a été observé. On a observé de la pollinisation par les scarabées. Alors, il y a même un exemple super extrême, et là, peut-être que c'est la première fois que vous apprendrez ça, mais il existe une plante qui est totalement extraterrestre et qui est aussi devenue parasite et qui a perdu sa chlorophylle. Elle s'appelle Schibalium fongiforme, et elle ressemble vraiment, vraiment à un champignon. Sa fleur, elle émerge juste à ras du sol, comme ça, et elle est protégée par des parties de la fleur qu'on appelle les bractées, qui vont protéger la fleur. Et c'est complètement fermé, c'est des bractées rigides, donc on ne peut pas accéder aux fleurs à l'intérieur. Et bien figurez-vous que les seuls trucs qui passent dans le coin et qui sont capables de les ouvrir pour les polliniser, ce sont les opossums. Ils ont des pouces opposables, et donc ce sont les seuls à être capables d'ouvrir la fleur qui est protégée par ces bractées dures pour aller lécher le nectar à l'intérieur, et ce faisant, il va polliniser le système de fleurs. C'est assez débile, mais ça marche. Voilà. En 2023, ils ont découvert un palmier nain dans une jungle tropicale qui s'appelle Pinonga subterranea. Donc subterranea, on préodore qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec sous terre. Et effectivement, il fait ses fleurs et ses fruits sous terre. Il est pollinisé par des insectes, mais beaucoup de fleurs font aussi de l'autofécondation. Et bizarrement, ce qui est plutôt surprenant pour ce genre d'espèce, il a des fruits très rouges. Ce qui est bizarre, parce que d'habitude, les fruits rouges, c'est des fruits qui doivent se voir et qui sont disséminés par des oiseaux ou des choses comme ça. Donc, c'est encore une fois assez contre-intuitif pour des fruits qui sont sous terre d'être si rouges et si vifs. Mais c'est des fruits qui sont récoltés par les humains parce que c'est comestible et qui sont très prisés du phacochère à barbe qui vit du côté de Bornéo et qui va aller déterrer ces fruits et en les passant dans son système digestif va permettre aux graines de germer un peu plus loin. Donc, il y a plein de curiosités comme ça, et en fait, quand on cherche dans la littérature, on se rend compte qu'il y a encore plein de trucs à comprendre sur ces phénomènes, et très peu de gens actuellement dans le monde s'intéressent à ces questions, alors qu'à l'ère du réchauffement climatique, qui sait, ça pourrait être une piste de faire pousser des fruits sous terre, faut être prêt à toutes les éventualités. Alors, je termine la chronique avec une petite curiosité du Brésil que j'ai choisie plutôt pour son étymologie, cette fois-ci. Un genre très bizarre qu'on trouve que au Brésil, qui comprend 60 espèces, et une de ces espèces s'appelle Spighelia genuflexa. Genuflexa pour génuflexion. Elle fait des fleurs en haut, et la tige se courbe littéralement pour se planter dans le sol. Elle a été découverte en 2009, et c'est vraiment n'importe quoi. Je vous invite à googler, et ça c'est juste pour le fun de se rappeler que le vivant, des fois c'est vraiment nimp, et que la botanique, c'est vraiment une discipline super underground. Mais oui! Underground, pas mal. Et le vivant, c'est vraiment nimp. Je pense que ça peut même être la citation presque de l'émission. On en a une, mais celle-là, elle est vraiment bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait une remarque sur les bulbes d'oignons pour les tiges souterraines. Très juste. Les bulbes d'oignons, c'est pas des racines non plus. En fait, c'est des feuilles modifiées pour garder des réserves. D'ailleurs, si vous coupez un oignon en deux, vous voyez bien qu'il y a des couches. Et en fait, ces couches, c'est plein de feuilles imbriquées les unes dans les autres qui sont comme une mini-tige rabougrie qui contient des réserves. Et quand la plante va grandir, en fait, elle va juste s'allonger. Et la partie verte à l'intérieur va puiser dans ses réserves pour pouvoir reprendre.
effectivement. Une autre mini-tige qu'on ne connaît pas, c'est le bourgeon, en fait. Si vous coupez en deux en bourgeon, pareil, vous avez plein de petites feuilles et une tige toute microscopique à l'intérieur. Et c'est ça qui va redémarrer et faire la nouvelle branche. Donc les bourgeons, c'est aussi des mini-branches compactes. Là, c'est plus très underground, du coup, le bourgeon. C'est plutôt en hauteur. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt aérien. Quoique, il y a des bourgeons à ras du sol aussi, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il n'y a plus de questions ? A priori, non. Ok, bon je pense qu'on peut aller sur la citation. Et là, merci Topo qui m'a suggéré cette citation, qui nous laisse seuls avec cette citation. Qui est donc, est-ce que quelqu'un veut la lire ? Alors, on fait chacun un mot aussi, non ? Terre brûlée au vent des landes. Non. Voilà, donc c'est la citation de l'émission d'aujourd'hui. Merci Topo de nous laisser dans ce moment de solitude. Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la Terre. On espère qu'elle vous aura fait découvrir des adaptations insoupçonnées, des stratégies pour se reproduire, ainsi que de nouveaux horizons. Et qu'elle vous aura aidé à rester, ou pas, plus terre à terre. En cette veille de pont au-dessus de la Terre, on espère qu'elle vous aura inspiré à faire vos plantations, de la spéléo, à vous fuir contre votre compagnon ou compagnonne, ou juste à vous émerveiller du monde qui nous entoure. Pour les poditrices et poditeurs réguliers, on vous remercie chaleureusement d'être toujours aussi fidèles après tant d'années à Podcast Science. Merci pour vos commentaires et votre retour toujours sympathiques aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, et en attendant que servir la science soit votre joie, terrez-vous bien! Thank you.